répondre vite, sachant que ce rapport est un rapport budgétaire, c'est pas une mission d'information, et que globalement, effectivement, les dysfonctionnements que je dénonce créent de l'inhumanité. Je pense que personne ne se réjouit que les MNA soient maltraités, personne ne se réjouit de voir des gens qui dorment porte de la Chapelle, personne ne se réjouit d'avoir des départements qui souffrent, par exemple comme celui de la Seine-Saint-Denis ou Marseille, personne ne se réjouit de voir des gens qui meurent en mer parce qu'on leur tient de fausses promesses. Donc moi, je veux bien les leçons d'humanité quand on est confortablement assis sur son fauteuil, qu'on n'habite pas des zones difficiles et qu'on n'est pas confronté à cette souffrance quotidienne. Je me permets juste, Monsieur Bourlange et tous mes collègues qui ont applaudi chaleureusement, ce que je peux comprendre, parce que c'est vrai que vous êtes des bons samaritains et que je suis une méchante, d'aller voir par exemple les personnes qui habitent porte de la Chapelle pour voir si elles ne souffrent pas, aussi bien celles qui dorment sur les trottoirs que celles qui habitent dans le quartier. Ne serait-ce que pour ça. Je me permets juste, mes chers collègues, de vous inviter à aller voir l'ASE, les conditions dans lesquelles les MNA sont accueillis, les conditions dans lesquelles les enfants les plus vulnérables sont confrontés à des jeunes adultes qui ont vu le pire. Vous savez quand même ce qui se passe dans les foyers de l'ASE, c'est quand même lamentable. Et aujourd'hui, organiser notre impuissance en faisant en sorte que les statistiques ne soient pas disponibles nous empêche d'avoir un débat. La preuve, c'est qu'à chaque fois qu'on parle de ces questions, il y a d'un côté les gentils, de l'autre les méchants. Moi, je voudrais simplement vous dire que notre pays, depuis Safari, est totalement traumatisé par les statistiques. Et ça nous empêche, dans les années 70, au moment où on a commencé, d'ailleurs c'est ce que tous les interlocuteurs nous ont dit, ça nous empêche d'avoir ces informations et on ne peut pas, en tant que parlementaire, aujourd'hui, se contenter de cette impuissance. En tout cas, moi, je m'y refuse aujourd'hui. Alors, on m'a demandé, La République En Marche, le taux de délivrance. À propos du taux, c'était quoi déjà votre question? C'était sur la délivrance des laissez-passer consulaires. Je dois vous dire qu'effectivement, les taux d'éloignement, tout confondu, ils restent faibles. Hein, il n'y en a même pas 1 sur 2. Donc aujourd'hui, effectivement, s'il y a des souffrances dans les CADA, c'est parce que les pays d'origine ne veulent pas reprendre leurs ressortissants. Et moi, vous verrez dans le rapport, je m'interroge sur nos relations avec les pays d'origine. Comment on peut imaginer aujourd'hui qu'un pays comme le Mali refuse ses ressortissants ? C'est absolument incroyable. Je veux dire, le Mali, où nous avons des soldats qui meurent pour assurer la paix au Mali et qui refusent leurs ressortissants. À un moment donné, je pense que... Oui, ça s'est amélioré, madame, mais c'est même pas 1 sur 2. Donc, je vous invite à regarder les tableaux qui sont précis et qui vous donnent les taux tour. Ensuite, vous avez évoqué effectivement le président de la République qui est à Mayotte. Juste quelques chiffres. Hein. 75% des naissances à Mayotte sont de mères étrangères. 48% de la population officielle est étrangère, source INSEE. Malgré une sous-estimation notoire, les demandes d'asile ont progressé de plus de 110% entre 2018 et 2017. Pourtant, 30% de l'habitat ne possède pas d'eau courante et 40% ne possèdent même pas de toilettes. 40% de l'habitat est composé d'habitats en tôle et 30% plus 30% en 5 ans. Plus de 60% des enfants scolarisés sont de parents étrangers. Il y a des enfants abandonnés sans parents dans les rues de Mayotte. L'insécurité est absolument terrible. Le système hospitalier est devenu un immense service d'urgence, sous-tendu d'ailleurs par les urgentistes métropolitains. En l'absence de mise en place de l'AME à Mayotte, ça permet de sous-évaluer aussi l'AME nationale d'environ 100 millions d'euros et le nombre de bénéficiaires de 100 000 personnes. La situation de Mayotte est absolument identique à Maripasoula en Guyane. Donc, à un moment donné, je pense qu'il faut être réaliste. Et quand le président de la République propose d'expulser les clandestins, il n'en expulserait au bas mot qu'un tiers. Et on est bien loin des besoins de Mayotte, ce territoire qui est au bord de l'explosion aujourd'hui sur tous les plans. Et franchement, c'est quand même lamentable aujourd'hui qu'on en soit là. Ensuite... sur la maîtrise des flux migratoires, effectivement, je pense que quand il y a une volonté politique, ça se maîtrise. Madame Laine, vous avez posé la question du délai moyen de transfert d'un dossier de l'OFPRA.
150 jours, soit 4 mois et 28 jours. Il y a eu une amélioration en 2017, mais compte tenu de l'augmentation, eh bien, vous trouverez, je crois que c'est page 33 du rapport, un détail sur une augmentation de plus d'1 mois et demi compte tenu du dévoiement de la procédure d'asile. Moi, je souscris à ce qu'a dit la présidente. Je suis bien évidemment pour cette procédure d'asile, mais le dévoiement de la procédure d'asile pose un problème, notamment aux personnes qui ont besoin réellement d'être accueillies comme notre pays l'a toujours fait. Aujourd'hui, on ne peut pas continuer à dévoyer l'asile comme il l'est. Effectivement, je vous ai cité tout à l'heure les nationalités qui demandent le plus l'asile. On voit bien que c'est un détournement de la procédure. On constate une augmentation sur... bon, ça, c'est, je vous l'ai déjà dit. Il y a après une amélioration pour les demandes d'études des dossiers, eh bien, il y a de nouveau une dégradation. Madame Dumas, vous avez parlé de la délégation à la Turquie de ce problème. Effectivement, c'est absolument scandaleux. On ne peut pas dire qu'en ce qui me concerne, je ne me sois pas insurgée contre ce qui se passe. C'est le moins qu'on puisse dire. Vous avez le détail, page 25. Effectivement, la semaine dernière, on déplorait le fait que, je crois, de mémoire, c'est 1 500 € pour un réfugié en Turquie, c'est 600 € au Liban. C'est absolument lamentable. Et c'est surtout céder à la diplomatie de la menace de M. Erdogan qui ne se prive pas de sans arrêt nous menacer. Entre autres, j'ai déploré au moment où ça s'est passé ce que Mme Merkel a fait dans notre dos et en nous mettant devant le fait accompli. Cette situation est absolument scandaleuse. Concernant les visas circulaires, pourquoi pas, c'est une piste à explorer. Dans ce cas-là, Monsieur Fanget, je pense qu'il faudrait absolument, et c'est très très loin d'être le cas, arriver à sécuriser les documents d'identité. Nous avons une fraude massive à l'identité aujourd'hui et en plus de cette fraude massive, qui est une fraude parfois d'État, hein, il y a certains pays qui le pratiquent, soit parce qu'ils n'ont pas un état civil stabilisé, soit parce que c'est une façon une façon d'être. Aujourd'hui, pourtant, et c'est détaillé dans le rapport, vous avez vu que nous avons dépensé des sommes extrêmement importantes pour aider ces pays dans le cadre de l'aide au développement pour que leurs états civils soient stabilisés. C'est très 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 loin d'être le cas. Et ce qui est encore moins le cas, et là c'est à nous qu'il faut le déplorer, c'est que nous ne faisons pas le lien entre des documents d'identité stabilisés et comment dire, et par exemple une carte vitale, enfin une carte de santé qui permet d'accéder aux soins. Or, vous le savez, c'est absolument impératif aujourd'hui qu'il y ait un lien entre une identité vérifiée et l'accès aux soins, notamment pour des personnes qui sont en procédure de demande d'asile. On ne peut pas continuer à avoir notre système qui nous échappe comme ça de cette façon. Ça me semble être une urgence absolue de lutter contre la faute à l'identité. Monsieur Lecoq, effectivement, plusieurs fois dans cette commission et même par ailleurs, moi j'ai déploré l'ubérisation de notre société. Par exemple, je suis très choquée que l'Assemblée nationale permette, ça c'est un détail, je le dis, hein, permette que nous ayons nos frais de transport remboursés par Uber. Moi, je trouve ça scandaleux, absolument. C'est limite esclavage. Et effectivement, je ne comprends pas comment aujourd'hui une personne qui est en situation irrégulière peut travailler, faire valoir de ce travail pour dire qu'elle est depuis 3 mois en France et travailler dans des conditions qui sont pour moi de l'esclavage. Vous avez tous lu comme moi des articles sur Deliveroo, Uber et autres sociétés qui emploient des gens pour la moitié du tarif et dans des conditions lamentables. Personnellement, je suis totalement opposée à ça. Mais notre système, non seulement le permet, mais le suscite. Donc, à un moment donné, je crois qu'il faut être cohérent. Moi, j'essaye de l'être. Et ça, effectivement, c'est de l'humanité. Monsieur Lecoq, sur l'AME, je me permets de vous inviter à la page 37 du rapport. Puisqu'effectivement, l'AME, dans ses objectifs qui sont triples, humanitaire, santé publique et économique, objectifs bien évidemment auxquels je souscris,
ce que je propose, c'est d'abord qu'il y ait une harmonisation européenne et que l'on crée une AMU, une aide médicale d'urgence, qui prenne en compte le panier de soins urgence et pas au-delà. Il faut que vous sachiez, mes chers collègues, et c'est détaillé dans le rapport, qu'aujourd'hui, nous sommes confrontés à des demandes qui relèvent du médico-social, mais qui relèvent aussi de la maladie chronique. Au premier rang desquelles, bien évidemment, le diabète. Le diabète, c'est la première maladie dans le monde. Il n'est pas possible que la France puisse soigner gratuitement dans ces conditions des maladies chroniques. Des pays développés comme l'Espagne par exemple ou l'Allemagne ne prennent pas en compte les maladies chroniques. Donc il faut absolument qu'il y ait une harmonisation. Et pourquoi nous avons autant de différences par rapport aux flux migratoires avec les autres pays européens? C'est bien évidemment souvent pour des raisons de santé ou c'est bien évidemment pour des raisons d'hébergement sociaux. Je me permets juste de vous inviter dans le rapport, vous avez le détail des aides qui sont délivrées. Vous savez que les aides pour les relocalisations vont par exemple en Afrique jusqu'à presque 6 000 € pour quelqu'un qui crée une entreprise, un petit boulot. Et c'est 300 € pour des personnes qui ont des visas, je crois. Et de 600 à 1 500 € pour des pays sans visa. Donc ça, c'est détaillé. C'est détaillé page 22 et je vous invite vraiment à lire la générosité française. Donc ça me semble aujourd'hui impératif qu'on ait plus d'informations et surtout que ces choses-là soient mieux réglées. Il faut que vous sachiez, mes chers collègues, que quand une personne bénéficie d'une aide au retour en France, elle peut très bien la faire valoir dans un autre pays de l'Union. Donc aujourd'hui, on a un système qui est complètement poreux, comment dans l'espace Schengen, on a des différences telles entre les taux de protection, je prends l'exemple de l'Afghanistan entre la France et l'Allemagne, et c'est détaillé, c'est beaucoup plus détaillé dans le rapport. Comment aujourd'hui on peut avoir aussi aucun lien entre une personne qui demande de l'aide au retour en France, mais qui peut très bien la demander au Danemark ou en Allemagne, où les aides au retour sont beaucoup plus nombreuses que les expulsions. Donc on voit bien qu'il y a une sorte de business, parce qu'on ne peut pas appeler les choses autrement, soutenu bien évidemment par des réseaux de trafic d'êtres humains. Vous avez vu dans le rapport que j'ai pu obtenir certaines informations, mais malheureusement pas énormément, sur le nombre de filières de trafic liées aux migrations qui sont démantelées. Elles sont particulièrement importantes. Ensuite, Madame Curic, sur les personnes incarcérées. Encore une fois, nous manquons d'informations. Le ministère de l'Intérieur ne nous a pas répondu. Le seul chiffre, ce sont les 3 755 éloignements que nous avons. Ce n'est pas normal que nous n'ayons pas d'informations. Vous avez aussi détaillé, page 23, je crois, toutes les conditions qui permettent de ne plus faire bénéficier aux personnes le statut de réfugié. Toutes ces conditions, pour l'année dernière, on a fait un récapitulatif. Seules 194 personnes se sont vues refuser le statut de réfugié pour toutes les conditions qui sont détaillées, page 33, excusez-moi. Moi, je ne comprends pas, par exemple, qu'en France, une personne qui s'est livrée à des actes délictueux puisse avoir encore son statut de réfugié qui soit examiné. Je peux vous assurer que pour être allé à Malte, ces questions-là ne sont même pas abordées. Or, l'actualité nous a prouvé que lorsqu'il y avait eu des problèmes avec même des meurtres, des assassinats avec des personnes, certaines avaient toujours le statut de réfugié en cours d'examen. Et elles étaient connues. Moi, je me souviens notamment de cette affaire qui m'a particulièrement choquée dans le sud-ouest de la France, où c'était un demandeur d'asile syrien qui était connu pour violence conjugale. Néanmoins, connu pour violence conjugale, il continuait à bénéficier de la protection française et de l'examen de son dossier. Et c'est lui qui a violé et assassiné une jeune femme dans le sud-ouest de la France. Donc, à un moment donné, je pense que là aussi, sur ces questions-là, on ne peut plus continuer de cette façon. Et il est absolument important que le ministère de l'Intérieur nous donne les informations. Et enfin, pour répondre globalement à vos questions,
Je trouve aujourd'hui, pour en revenir aux questions de santé que j'ai essayé d'explorer dans ce rapport, c'est absolument incroyable qu'aujourd'hui, on ne sache pas, d'une part, comment une personne, combien de temps une personne bénéficie de l'AME, pour quel âge, quelle nationalité, comment on passe du statut de débouté du droit d'asile, c'est-à-dire de la PUMA à l'AME. On ne connaît pas les gens, on ne peut pas les suivre sur le plan épidémiologique. Ce n'est absolument pas tenable. Il est impératif que nous nous organisions pour connaître. Et c'est en connaissant à ce moment-là qu'on peut prendre les bonnes mesures. De la même manière, il n'est pas normal de ne pas connaître les décisions de l'OFPRA. Pour quels motifs les personnes demandent l'asile. Je vais conclure là-dessus, Madame la Présidente. Pour quels motifs les personnes demandent l'asile, d'une part, et pour quels motifs cet asile leur est accordé. Aujourd'hui, c'est une opacité totale. Et ça non plus, je pense que la représentation nationale se doit de connaître tous ces sujets. Ce sera la seule question pour qu'on avance sur ces questions et qu'on cesse, comme vous venez de le faire, Monsieur Bourlange, avec une facilité qui date, je pense, d'une autre époque, de se jeter des anathèmes, excusez-moi, de se jeter des anathèmes alors que mon rapport est un rapport budgétaire, ce n'est pas une mission d'enquête. Monsieur Bourlange, vous n'avez pas le monopole de l'humanité. Et excusez-moi, bien sûr, et quand on crée des conditions pour que des personnes se noient en mer, pour que des personnes vivent, comme je l'ai décrit tout à l'heure, Porte de la Chapelle ou ailleurs, ben je ne sais pas où est l'humanité. Pour moi, c'est sûrement pas dans le mauvais traitement qu'on inflige au MNA,